Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. L'actualité aujourd'hui, c'est peut-être ce coup de cœur pour le cinéma Le Sirius qui projette le film Jeune femme réalisé par Léonore Serrail avec Laetitia Doche. Les séances sont à noter, il s'agit du samedi 18 à 18h40 et le lundi 20 à 18h40. Aujourd'hui, je me suis entretenue avec Michel Deguy, qui est philosophe, poète et poéticien. Avant que nous l'entendions, je laisse la parole à Anne-Lise Salmon pour son instant de poésie consacré justement à Michel Deguy. Bonjour Isabelle. Aujourd'hui, pour faire suite à l'interview de Michel Deguy, la lecture de ses poèmes se suffisent à eux-mêmes. Pour commencer, un extrait de « À ce qui n'en finit pas ». C'est la première fois que je te quitte sans que tu sois là. Je n'entendrai plus ta voix cicatrisée depuis tant d'années, couvrant mal sa blessure d'il y a beaucoup plus d'années, la voix quand je téléphonais de loin et que pour toi c'était fini pour toujours, pour quelques jours, qui disait l'injustice et l'abandon contre toute vraisemblance, puisque peu de jours après le cours de l'autre injustice, la quotidienne, reprenait, ta voix sans raison, et tu avais raison tant d'années à l'avance, puisqu'à la fin tu serais abandonné. Tu auras été abandonné, tu le savais. Ta voix asphyxiée par l'absence et l'insensée distance, et la normale, la raisonnable, la nécessaire et l'insensée séparation, ton être asséché par la soudaine, évidente, foudroyante fatalité, le manque d'être, le défaut de ce qui avait été promis, le manque à être ensemble, le cruel défaut infligé, l'inflexion victimaire, ton être infecté de preuves, et à la place de l'unisson, la réciproque, l'instantané, la brutale blessure au téléphone, comme dans un assaut de bretteurs vulnérables, touché en même temps par la pointe émoussée de l'autre pour la 1000e fois. Ô fureur des cœurs mûrs pour l'amour ulcéré, c'est la première fois que je te quitte sans que tu sois là pour souffrir, et au lieu d'en recevoir au moins un allègement de peine, de ne plus au moins te faire souffrir, c'est mon abandon, celui que je désirais, si tant l'amour taciturne est toujours menacé, qui tord l'éponge du ventre et me change en pleureur, comme si le voyage aggravé tant d'années par ces mauvaises conditions, cette contagion de tort réciproque y avait trouvé son régime de mélancolie, sa tonalité d'échec inévitable. De quoi se nourrir et céder sans regret à son interruption. Je me réveille sur la lagune équatoriale. Biedji avant leur aube, comme d'habitude. Et c'est pour l'anniversaire et son alarme, il y a un mois, mourait ma femme. Je ne peux dire tu mourrais, d'un tu affolant, sans destinataire, et je dis bien mourrais, non pas dépérissez, ou lisez, ou voyagez, ou dormez, ou riez, mais mourrais, comme si c'était un verbe, comme s'il y avait un sujet à ce verbe parmi d'autres. Je vais continuer ma lecture par le poème « Pour aimer », le plus proche étranger, toi-même. D'autres ne sont pas assez près pour paraître en toute étrangeté. C'est pourquoi tu préfères la connivence de ton silence. C'est pour attendre qu'inaisse l'espace intimiore, intimo, meo, en l'absence duquel rien ne pourrait jamais être dit proche de ton cœur. Place au secret enfin, pour accueillir les prémices de l'échange, et que très près, homme et femme, hermaphrodites dédoublés, soient à partir du même capable de s'aimer. Et pour finir, le poème « L'amour platonique ». Un jour, la diastole exagérée de l'idée la prive du sensible. Et comme le respect de la femme et le courage de soutenir l'abstinence de l'idée, l'amour même de son retrait croisent ensemble, on parle d'amour platonique.
mais sa chasteté exténue l'idée occitanienne et le goût du fugace recroît avec un bruit de source. Soudain se dévergonde un donjuanisme du singulier, favorisé par le discrédit de l'impérissable. Le barbare s'acclimate en un monde sombre où la mortalité augmente avec la singularité. C'est le précaire maintenant qui est le plus valide. Là. Dans le renversement, l'idée est toujours là, brisée, ses miettes enfouies dans le sensible y scintillent et les facettes multipliées capturent plus d'alouettes. La femme ne serait-elle plus que chair ? Pas même. Mais l'idée de la chair, c'est le temps de la rencontre avec l'idée de la femme charnelle, de l'étreinte fugitive. Tout est devenu fugitif. Jaillira comme d'une orange fraîche dans la nuit l'idée d'un culte de l'éphémère. L'éternité trouve logement dans l'instant. Le dire a beau idolâtrer le vif, l'idée s'interpose entre la déception et l'être. L'ombre dérobe la proie du plus bel. Finalement, nous sommes moins notre corps qu'autrefois, plutôt ailleurs. Nous faisons moins corps. Il en résulte que nous acceptons moins de périr. Le regard, le pur regard, supporte mal cet échec, le viscère. There is a house in New Orleans. It's called the Rising Sun. It's been the ruin of many a poor girl. And God, I know I'm one. Mama, she was a tailor. Michel de Guy, bonjour. Je suis heureuse de vous rencontrer parce que c'est une date importante. Vous êtes en train de fêter les 40 ans de la revue Poésie, dont vous êtes le directeur. Et c'est un numéro consacré à l'Europe. Vous avez fait paraître aussi un livre important qui s'intitule L'envergure des comparses, écologie et poétique. Et alors j'aimerais vous interroger en fait sur, on va dire rapidement sur la culture. D'accord. Nous allons organiser une table ronde début avril sur l'art et la culture dans l'espace urbain, dans l'espace de la ville. Et je crois qu'on pourrait partir de définition, parce que vous vous êtes penché sur ce sujet-là avec beaucoup de rigueur, et vous distinguez effectivement la culture du culturel. Voilà. Alors je réponds avec grand plaisir et intérêt à ces questions, en essayant d'être évidemment défini, non pas définitif, mais définitionnel. Alors quelques généralités. Si vous voulez, l'idée principale, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui le culturel, avec cette remarque en français, c'est un adjectif, et que je l'emploie, comme beaucoup de personnes, au substantif, un adjectif substantivé, le culturel. En allemand, ça serait un neutre. En français, c'est plus rare. C'est la chose culturelle, ou le culturel, ou l'affaire culturelle, en tant qu'elle se distingue plus que distingue, qu'elle se distingue et se sépare de ce qu'on a appelé et qu'on continue à appeler la culture. Et donc, il s'agit d'éviter une confusion, ou plutôt de marquer la différence décisive entre le phénomène culturel et la culture. Bon, alors, culture est un mot très ancien, très employé, désignant au début le coléré latin, c'est-à-dire la culture agricole, puis la culture... Et finalement, il s'agit de circonscrire et de comprendre ce que beaucoup appellent le phénomène culturel, en tant que c'est un phénomène social total, entièrement nouveau. Et c'est la nouveauté de la chose qu'il faut essayer d'appréhender. Alors,
Faisons quelques points d'histoire un peu généalogique, si vous voulez. Il y a déjà une 50aine d'années, et pour la première fois dans ce pays en France, un ministère des Affaires culturelles qui enchaînait lui-même avec ce que Malraux avait commencé à fonder. Au fond, c'est Malraux l'ancêtre, si l'on veut, et avant lui, il se réclamait de Victor Hugo. Bon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la césure. C'est-à-dire, le phénomène culturel n'est pas une petite affaire économique intéressant un ministère et dont on parle dans un conseil des ministres pour une certaine part de l'économie. Non, c'est l'économie générale et on va dire même mondialisée en tant qu'elle est culturelle. C'est ça que je vais essayer de résumer. Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre. Prenons l'exemple du tourisme. Le tourisme est l'épiphénomène par lequel on peut comprendre la généralité de la chose. Pour parler un peu caricaturalement, si vous voulez. Que va faire l'humanité ? Lénine disait que faire ? Réponse du tourisme. C'est-à-dire l'humanité se prépare pour des grandes masses, dans le prolongement de la vie, qui est promise par la Silicon Valley. On va dire toujours un peu en même temps, si vous voulez, humoristiquement et caricaturalement, mais pour faire comprendre la chose. Donc des dizaines de millions d'humains qui seront à 65 ans en bonne santé et à la retraite, ont devant eux 30 ou 40 ans de loisirs. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? C'est-à-dire, comment la curiosité et le temps disponible des humains va se satisfaire ? En allant visiter partout les richesses culturelles. Alors, si on commence par là, on comprend que ce phénomène-là est déjà partout en formation. Qu'est-ce que ça veut dire phénomène total, global, ou comme on veut, phénomène social total ? C'est une expression de Marcel Mauss, un fondateur de l'anthropologie au XXe siècle. C'est pas un petit bout du phénomène, c'est un phénomène total. Alors, comment distinguer la culture ? On peut chercher des exemples et des formules. Il y en a une, je vais employer, qui a l'air un peu compliquée, mais qui ne l'est pas tellement. Édouard Herriot, dit-on, en tous les cas c'est ce qu'on lui prête, avait dit à propos de la culture il y a une centaine d'années, la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Alors une de mes formules c'est le culturel c'est ce qui reste quand on a tout oublié, y compris que la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Alors, il faut faire des généralités très importantes parce que tout ça est en relation avec on va dire, le patrimonial. Tout ce qui est, je cherche des définitions, c'est ça. Tout ce qui est, les philosophes disent volontiers tout étant, en prenant là aussi le participe présent, étant, pour le substantiver, un étant. Par exemple, chaque chose dont je peux dire est, par exemple le stylo est sur la table, vous êtes dans la pièce, je suis ceci, un tel et cela, tout ce qui est quoi que ce soit, une définition, une église, une soirée, tout ça est fondamentalement saisi comme génotype et phénotype. Ça veut dire quoi ? Tout ce qui est retraçable par son identité qu'on appelle génotypie. Par exemple, actuellement, n'importe qui, surtout dans les médias et partout, parle de lui-même ou du magasin d'à côté ou de l'usine Citroën ou du gouvernement ou du parti politique en disant c'est son ADN, c'est ton ADN. L'identité est génétiquement définie par la science et les sciences de la vie. Et ce qui apparaît, qu'on appelle un phénotype, exprime le génotype. Alors, ça veut dire que tout ce qui est caractéristique d'une culture est patrimonialisé. C'est la question du patrimoine. Qu'est-ce qui est patrimoine ? Là aussi, je vais, pour marcher vite, dire ceci. Tout lieu de la Terre, toute chose sur cette Terre aspire à recevoir un label UNESCO de trésor national et mondial. C'est-à-dire, n'importe quoi, ce pâté en croûte que nous venons de manger pourrait être avec déclaré... les quartiers d'Auguste Perret. Et voilà, exactement. Et le vin du Médoc, et le Borobudur, tout ce que vous voulez. Donc il s'agit de montrer à la curiosité humaine que chaque culture a pour l'autre, que le patrimoine, c'est ce qui fait la richesse inaliénable et rentable de toute
société humaine. Ça, c'est le fond du tableau. Il faut toujours insister sur ces généralités. Donc, toute l'économie en résulte. Là aussi, je vais prendre des exemples. Par exemple, si vous allez dans un musée, dans un musée quelconque, ce qui s'est développé au cours des 20 dernières années, c'est la salle de vente des produits dérivés. Mais oui, mais c'est un exemple. Ce qui veut dire que tout est devenu maintenant produit dérivé de l'expression phénotypique, du génotype qu'on appelait autrefois, au fond, par exemple, folklorique. Oui, le folklore, c'est-à-dire les richesses d'une certaine culture. C'est cela qui prend en main, en charge, toute l'économie mondiale. C'est-à-dire que la croyance dans la paix mondiale par le marché invite les humains qui se soucient les uns des autres à aller voir ce qui se passe chez autrui pour reconnaître leur richesse patrimonialisé. Toute l'affaire est du patrimoine. C'est-à-dire que le patrimoine ne se distingue pas du capital, il est rentré dans la richesse nationale. Tiens, ça fait penser au titre fameux d'Adam Smith, la richesse des nations. La richesse des nations. Alors Adam Smith, 18e siècle, fondateur de l'économie moderne, libéralisme, aujourd'hui dirait, la richesse des nations, c'est le culturel de chaque société. Et c'est cela qui est entraînant. C'est le culturel, oui. Alors, c'est pas culture... il ne s'agit pas du tout de la culture au sens de la connaissance. Voilà, c'est ça. Par un tel... Non. C'est ce qu'on appelle être cultivé. Il ne s'agit plus d'être cultivé. Il s'agit, c'est-à-dire de renvoyer un savoir, à une formation, à une éducation qui a trait à l'ancien monde tout à fait récent, et qui, d'une certaine manière, est toujours là. Être cultivé, ça n'est pas du tout la même chose, même si ça devient de plus en plus rare, que d'être pris dans l'affaire culturelle. J'ajoute parmi ces généralités que cette chose-là non plus n'est pas facultative. Par exemple, moi, personnellement, que vous interrogez, qui suis un écrivain, poète et professeur d'université, je suis philosophe, je suis un fonctionnaire du culturel. Je peux écrire ce que j'écris, à quoi vous faites allusion dans plusieurs livres, qui est qu'est-ce que le phénomène culturel. Je peux avoir l'air de critiquer, éventuellement pas de plaisanter, mais d'essayer disons avec humour et parfois caricature, de caractériser la différence entre le présent et l'ancien. J'appartiens, que je le veuille ou non, à ce qu'on appelle le culturel. C'est-à-dire que je suis fonctionnaire du culturel. Dans mon exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en tant qu'écrivain et poète, je suis à tout instant demandé et prié de faire une lecture publique, d'aller au marché de la poésie, d'aller dans les maisons de la culture et de la poésie et de me présenter. Je fais partie avec des centaines et des milliers d'autres, de toute cette exploitation du fond culturel d'une culture qui se met en avant. Mais se met en avant pour qui ? Pour les autres, dans l'échange et le marché. Est-ce que c'est pas une question aussi de transmission ou de partage de ce que l'on pense, de ce que l'on sait, de ce que l'on a appris ? C'est ça dont il s'agit, mais c'est une rupture dans la transmission. La transmission, ça se dit depuis, mettons, on va prendre le XIVe siècle, translatio studiorum, c'est-à-dire la transmission des études. Études, ça veut dire ce qu'on sait, ce qu'on peut savoir. Ça a toujours été une question de translation et de transmission. Cette translation ne consiste plus dans l'érudition, le savoir accumulé de spécialistes d'histoire de l'art ou que sais-je. C'est pour dire que chacun est pris dans cette tradition, translation, qui a pris la forme du devenir culturel de la culture. Le devenir culturel de la culture, qui ne fait pas tout à coup demande à quelqu'un d'être spécialement au courant d'eux, informé d'eux, surtout docte, qui en appelle à une manière d'être docte sur une question, par exemple la Renaissance italienne. Non, c'est ce qui se transmet, c'est l'intérêt pour le fond patrimonial d'une culture. Je me souviens que André Malraux, évidemment, il rêvait de mettre chacun en face d'une œuvre d'art, et face à cette œuvre d'art, il accédait à un niveau supérieur de conscience, il avait une sorte d'extase, et il partageait donc... oui, alors... voilà. Attendez, alors Malraux, ça a été l'aventure du musée imaginaire. Le musée imaginaire, c'est la mise à la disposition des étudiants, de chacun,
des images, c'était du temps de la reproduction photographique. Autrement dit, les chefs-d'œuvre étaient là et là. Maintenant, le musée imaginaire, c'est celui, on va dire aussi là pour exemplifier les choses, qu'un étudiant pouvait afficher dans son logement, dans sa chambre, avec les photos préférées de telle ou telle œuvre, Khmer, ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est la mise à l'épreuve imaginaire. C'est donc bien le début de l'affaire, qui consiste à dire, voilà, l'humanité, elle est riche de quoi? Elle n'est pas riche seulement du pétrole, ou des ressources. La ressource principale est la ressource patrimoniale, c'est-à-dire ce fond génotypique qui caractérise essentiellement on va dire le génie, même si le génie est un ancien mot, par exemple un mot de Humboldt, la génialité d'une nation. Alors, je vais prendre un exemple encore plus grand, encore plus massif. Alors, quel est au fond le cœur de l'identité d'une société comme trésor inaliénable? C'est la langue. Oui. Alors, la langue, qu'est-ce que c'est que la langue? La langue, c'est ce qui n'a pas été produite par le travail, ni par le capital. Donc, l'identité profonde d'une société, la société française, la société basque, catalane, kurde, c'est quoi? Ça vient de la langue, et dont on dit volontiers à propos de telle ou telle, la langue de Molière, la langue de Shakespeare, la langue de Dante, la langue de Cervantes, c'est pour signaler que c'est ça, la richesse profonde d'une société, cette mise en œuvre de la langue par des chefs-d'œuvre littéraires. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est que la langue? C'est une richesse qui n'a été produite par aucun travail. C'est antérieur au travail, pendant des milliers d'années. La genèse, on va dire la logogenèse, qui est en même temps une philogenèse du genre humain, on faut imaginer ça. Des dizaines de milliers d'années où l'homme devient un être parlant, les langues, le mythe de Babel est là, les langues se séparent, puis se comprennent et ne se comprennent pas, se traduisent si vous voulez. Ça n'est pas produit par le capital, ça n'est pas produit par le travail humain. C'est antérieur. C'est donc, si l'on veut, une notion pré-marxienne. Et c'est très important parce que l'époque dont nous sortons est une époque marxienne, marxiste. C'est-à-dire tout ce qui est considéré, c'est considéré comme production. Production comment quelque chose est produit? Capital et travail. Ou si vous voulez, travail et capital. Bon. Or, ce qui se passe actuellement, c'est que la richesse d'une société, d'une nation est antérieure. Même si, bien entendu, le Parthénon, les pyramides, c'est du travail humain. Mais j'ai pris l'exemple de la langue exprès pour ça. C'est-à-dire, après tout, ce qui fait l'identité d'une société, j'aurais pu dire d'une nation, d'une ethnie, c'est son parler. Et chacun demande d'être respecté dans son parler. C'est même une grande difficulté aujourd'hui que de faire une différence, par exemple, entre ce qu'on continue parfois à appeler les grandes langues, l'anglais, pour le nommer justement, on va dire l'anglo-américain, en tant que c'est la langue mondiale, mais et ça va jusqu'à des centaines, de dizaines et même des milliers de langues humaines qui demandent chacune à être reconnues, à être comme l'identité d'une nation. Et la différence entre grande langue et petite langue s'efface. C'est ça. Tout ça, ce sont autant d'aspects de la phénoménalisation du culturel en tant que expression phénotypique du génotype, ou si vous voulez, identité, car nous sommes actuellement aux prises avec l'identité. Qui suis-je? Qui es-tu? Qu'est-ce que ça veut dire par être français? Chacun demande la reconnaissance de cette richesse, on va dire, génotypique de son ADN, et c'est cet immense marché libéral de la mondialisation, acheter pour chacun les produits dérivés de l'autre dans un voyage touristique qui permet de ramener chez soi des petits souvenirs. Ça ne veut pas dire que je deviens un spécialiste de la mythologie grecque ou que je deviens un grand connaisseur de la Renaissance italienne. Je participe comme un champ économique à la phénoménalisation culturelle. On pourrait dire la culturalisation du phénomène social total. Oui, c'est ça. Et ça, à mon avis, on n'a pas encore pris la mesure. Ça reclasse tout. Prenons l'exemple de la poésie. Oui. On dit parfois, la poésie, elle n'est pas là, on ne l'entend pas et tout. C'est complètement faux. Ce qui se passe, c'est ceci. Dans les grands médias, pour les grands événements télévisuels ou de grands journaux, c'est le roman qui
fait la rentrée littéraire. Pour la plupart des humains, la littérature, c'est le roman. Mais, tout de suite après, en deuxième position, grâce au culturel, la poésie est partout. Des centaines de milliers de plaquettes de petits événements, de lecture, de reading, de performance. Donc il n'est pas vrai, ça n'est pas vrai de dire, simplement la poésie est assignée à sa place actuelle par le phénomène culturel. Cette place n'est pas en importance économique celle des romans, traductions mondiales, etc. On parle tout le temps des valeurs. Au fond, vous écoutez n'importe quel discours politique, mes valeurs, tes valeurs, ces valeurs, nos valeurs, qu'est-ce que c'est que la valeur ? Eh bien, c'est le culturel qui détermine la valeur de n'importe quel artefact que j'ai appelé tout à l'heure un étang. Ça peut être un couteau de poche, ça peut être la tour Eiffel. À chaque fois, c'est une valeur qui représente un ethnos, une ethnicité. Si l'on veut, au fond, ça c'est assez dangereux ce que je vais dire. Au fond, grâce aux sciences de la vie et à cette distinction, cette articulation entre phénotype et génotype, tout est devenu d'une certaine manière racial, ou plus exactement, la race a disparu, mais l'identité à reconnaître comme inaliénable, trésor qui vaut tous les autres d'une société, c'est ça qui est en question. Donc c'est plus du tout, c'est pas race, je retire ce mot qui fait toujours peur, on va dire ethnos, l'ethnicité profonde, l'idiomaticité au sens profond, c'est ça qui exige un tout se vaut, non pas au sens négligent ou méprisant, mais justement au sens de l'échange, et on peut dire que l'espoir de paix mondiale qui définit le libéralisme, c'est quoi ? Paix mondiale par le marché, par les échanges. Et le marché est entraîné lui-même par ces valeurs patrimoniales qui fait que toute société, qu'on peut appeler une culture, attend au nom de ce qu'elle a donné depuis toujours, la reconnaissance des autres, et par conséquent que ses produits, ses trésors, comment on aurait dit, ce qui faisait autrefois, on appelait ça le folklore, soit sur le marché. Autrement dit, mon affaire, ça consiste à dire le phénomène culturel décisif, à la fois reconnaissance et oubli profond de ce qu'on appelait la culture, c'est-à-dire une transformation complète qui cherche de nouvelles équivalences et qui nous réquisitionne tous, vous, au Havre, au théâtre, etc., moi, comme directeur d'une revue de poésie, etc., et je cherche la reconnaissance. C'est ça, c'est tout à fait fondamental. C'est une nouvelle économie générale. Et si on ne reconnaît pas ça, alors à mon avis, on se trompe tout le temps. C'était très beau, le mot, connaisseur. On disait aussi du temps de Bernard Berenson, un amateur. Il ne s'agit plus d'être un amateur, c'est-à-dire un connaisseur de la sculpture khmer. Il s'agit de s'intéresser, parce que c'est étonnant, merveilleux, de s'intéresser à ce que je peux, dans mes voyages, qui sont les voyages de la curiosité humaine pour l'autre, rapporter comme souvenir. Voilà un exemple. Ouais. C'est-à-dire ce qu'on a cru être, je ne sais pas si c'est tout à fait ça, la démocratisation ou la massification de la culture, on va dire, ça aboutit à une vaste illusion, une vaste... Non, attendez, mais moi je parle pas comme ça. Une vaste... non, c'est justement ça la démocratisation. C'est la massification, mais pas dans le mauvais sens. La massification de la culture, c'est le culturel. C'est ça. Le culture. Oui, c'est-à-dire une certaine insignifiance. Oui, mais j'y vois une perte de sens, une perte de qualité. Évidemment, parce que quand vous entendez tout à coup un spécialiste de la mythologie qui vous raconte dans le détail, avec les croyances impliquées, vous mesurez l'étendue. Oui, mais ça n'est plus ça qui fait l'économie. Et ça, vous pensez que c'est universel, enfin c'est général actuellement sur la Terre. Je ne pense pas, je constate. Dans nos sociétés... C'est ce qui se passe. La question n'est plus de devenir docte, amateur, connaisseur. Ouais. C'est une autre affaire. Oui. Alors en même temps, c'est ça la démocratisation. Donc il faut dans mon discours qui doit être en même temps très prudent, il ne s'agit pas du tout de mépriser quoi que ce soit. Il s'agit de caractériser le phénomène culturel et de comprendre en quoi nous sommes, chacun à sa place, vous la vôtre, moi la mienne, des fonctionnaires du culturel, c'est-à-dire au service d'un ministère ou d'une économie qui n'est pas du tout une petite portion de l'économie générale, comme on l'appelle, mais qui entraîne l'économie mondiale. Donc, à mon avis, le tourisme est une très bonne exemplification. Oui, c'est ça.
Oui. Par exemple, au Havre, pour les 500 ans, le musée Malraux a fait venir le tableau Impression soleil levant de Claude Monet. Oui. Et j'ai interviewé des enfants devant cette œuvre et je leur ai dit, c'est la première fois qu'elle vient au Havre. Est-ce que vous la connaissiez ? Oh oui, on l'a vue partout, en calendrier, en carte postale, en affiche. Oui, on la connaissait. Eh ben ça, c'est très bien. Ça, c'est le musée imaginaire de Malraux. Oui, c'est très bien. C'est que vous aurez de moins en moins de gens qui sauront distinguer. Mais quand même, après, il s'agissait il me dit, ben c'est nouveau. Je dis, mais en quoi c'est nouveau ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ils avaient beaucoup de mal à dire, mais il n'y a pas de contour comme avant. Voilà, ils cherchaient quand même à enrichir leurs réponses, à examiner, à étudier davantage, quoi. Parce que ça suffisait pas. Oui, d'accord. Mais ce qui se passe, c'est que l'entraînement vers l'étude au sens ancien n'est pas provoqué par de tels événements culturels, même s'il est un peu provoqué. Non. C'est ça. Par exemple, prenons d'autres exemples massifs. Le théâtre sort de sa condition séculaire, à savoir du dialogue. Il questionne très souvent, on voit ceci, d'après Molière, d'après Shakespeare, et on projette des images, cette fois cinématographiques, sur un fond d'écran, et il n'y a pas donc un traitement qui fut celui de la culture, d'amateurat et de savoir sur tel objet, c'est pas beau objet dans l'occurrence, telle œuvre, conservée, non pas conservée dans la naphtaline, mais dont on suivait la trajectoire dans les mises en scène successives au cours des siècles. Alors, non, maintenant il y a une spectacularisation et, comme dit Godard, une sortie du langage. On cherche à avoir, par exemple, une sensation devant une représentation. Il n'y a pas de sensation devant Claude Monet. Il peut y avoir de l'émotion entretenue par l'attention, grâce à ceux qui sont là, d'ailleurs. On peut les appeler les enseignants, les culturels, qui continuent cela. Mais ce n'est pas le fond de l'affaire. Parce que regardez aussi un truc que j'aborde dans ce volume. Qu'est-ce que nous sommes... je répète le titre, l'envergure des comparses. Ma thèse là-dedans, ça consiste aussi à dire que ce qu'on entend par écologie, à condition de la prendre radicalement et fondamentalement, c'est-à-dire la survie, la continuité de l'existence terrestre. La parole sur... pas du tout de la planète. La planète... Sur l'habitation de la Terre. Oui, maintenant tout le monde parle de planète. Il ne s'agit pas de la planète, il s'agit de la Terre. Parce que la planète, c'est un bolide cosmique qui circule depuis quelques milliards d'années et qui a l'intention, dans la mesure où une planète a une intention, de continuer pendant quelques milliards d'années. Non, il s'agit de la Terre. Je remarque d'ailleurs, le livre récent de Bruno Latour s'appelle « Comment atterrir ?» On pourrait dire, voilà, ça c'est une question magnifique et fondamentale. Et ce que j'appelle poétique est une manière de répondre à la question écologique fondamentale, comment atterrir ? C'est ça. Et la poétique, qu'est-ce que fait un poème si ça n'est pas l'expression d'une impression ressentie dans son vécu qu'on passe aux copains, ce qui entre nous n'a pas beaucoup d'importance, même si c'est ça qui occupe le personnage. Il s'agit donc de répondre par la poétique à cette question, retrouver la Terre, comment atterrir, comment être là, alors que, et le phénomène culturel, au fond, on pourrait peut-être dire ça, ne répond pas assez à cette question fondamentale du comment atterrir. Qu'est-ce que c'est que la publicité qui fonctionne à fond pour les vacances, tout ça ? La publicité, c'est ce qui n'est ni vrai ni faux. Je dirais, c'est la tromperie universelle. Oui, c'est ça. Autrement dit, la publicité vous dit, quoi que soit, quel que soit votre goût, nous avons ce qu'il vous faut. Voilà. Donc vous préférez ça, mais vous préférez exactement l'inverse ou le contraire, ça n'a aucune importance. Donc la publicité repose sur il n'y a pas de goût
qui soit fondé dans une esthétique, par exemple, et qui soit meilleur qu'un autre, mais tous les goûts se valent, au sens du se valent, et nous avons ce qu'il vous faut. Hein. Donc, avec la publicité, nous sortons de la différence entre un énoncé vrai et un énoncé faux. Et c'est ça qui nous entraîne tous. Au fond, d'ailleurs, dans ce livre, vous verrez, j'ai un chapitre où j'essaye de dire qu'est-ce qui se passe avec la publicité. C'est ça. La publicité et la propagande mondiale, avec une puissance que n'a jamais eu la propagande d'un État totalitaire. Parce que c'est la propagande. Ça veut dire simplement acheter, acheter, c'est acheter. Ça. C'est elle qu'on appelle le monstre doux. Oui, mais donc la novation repose sur la publicité, c'est l'existence publicitaire à l'écran de ce qui n'est ni vrai ni faux, mais qui va relancer une consommation par une novation. Et tout ça aspire, entraîne, ce que nous avons appelé à l'instant le phénomène culturel appartient à tout ça, qui est une relance de la consommation, etc. Donc, si vous voulez, c'est une manière de dire toutes ces choses-là, c'est une manière de dire attention. Et je fais tout à coup mention du titre du journal Le Monde, il y a 3 jours. Oui. Il sera bientôt trop tard. Oui. Qu'est-ce que veut dire il sera bientôt trop tard ? Trop tard de quoi ? Pourquoi ? C'est la question à laquelle répond l'écologie, qui n'est donc pas une affaire d'environnement. La Terre n'est pas un environnement. C'est pas l'environnement, c'est ce dans quoi nous sommes, existons et vivons. Voilà. C'est pas l'environnement. Et par conséquent, qu'est-ce qui tente de répondre à cette question-là ? Je l'appelle la poétique. C'est-à-dire l'intérêt pour ce que, il y a déjà 100 ans, André Gide se passe par la tête, appelait les nourritures terrestres. Est-ce que cette nourriture terrestre, au sens ancien, continuera d'une certaine manière à réintéresser l'humanité à son existence terrestre dans l'immensité de la Terre dont nous avons perdu de vue, etc., etc. Voilà. Je crois qu'on pourrait s'arrêter là. Merci beaucoup, Michel de Guy. Donc, je rappelle la parution du numéro de poésie 160-161, Trans Europe Éclair, chez Belin. L'envergure des comparses, votre dernier livre aux éditions Hermann. Et je rappelle aussi votre biographie qui s'intitule Noir, Impair, Aimant, qui est un dialogue avec Bénédicte Gorillo que j'ai trouvé très éclairant sur votre pensée et votre travail. Oui, c'est vrai. Je vous remercie de nous avoir aidés à comprendre un peu mieux ces notions. Merci beaucoup. Quelques annonces avant de nous quitter. Je vous recommande chaudement le festival du film russe qui a lieu à Honfleur du 21 au 29 novembre. Une autre annonce musicale, celle-ci, un nouvel ensemble a été créé avec Anne Raffard, harpiste, et Dora Hurel. Il s'appelle le Duo des Falaises et leur prochaine manifestation publique aura lieu au restaurant La Colombe lors de leur brunch le dimanche 10 décembre entre 12h et 14h. Il est prudent de réserver. Le programme est composé de musique celtique, de musique d'Amérique latine, de musique américaine, de musique classique, d'airs connus. Voilà, bon dimanche, à la semaine prochaine. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.